Je m'appelle Bernard Galindo, je suis formateur depuis maintenant près de 10 ans au sein du groupe Priera et j'anime des formations aussi bien en management au niveau de tout ce qui est gestion du stress, des émotions et du temps et aussi en communication grâce entre autres à la PNL ou à la sophrologie quand il s'agit par exemple justement de gérer le stress. Bien. Donc, et il se trouve qu'une chose importante, c'est que je suis coach professionnel, c'est-à-dire que j'ai fait une formation d'un an. Ce n'est pas un petit mot que j'ai rajouté. Et de façon à mieux accompagner les entreprises lors de formations professionnelles. J'interviens aussi auprès des jeunes, donc de la force vive de demain, pour tout ce qui est formation en BTS marketing. Donc aujourd'hui, nous allons principalement parler de comment innover en période de Covid. Et pour ce faire, je vous propose 4 temps. Le premier temps étant, s'il a… alors, attendez, hop, non, alors, voilà. Donc, les points que nous allons… Bon, il est parti tout seul. Donc, nous allons aborder, premièrement, faire un point sur la situation. Deuxièmement, se poser la question de se relever pour agir ou peut-être même agir pour se relever. Troisième temps, un temps de questions. Et je finirai par nos formations sur la thématique. Donc, dans un premier temps, justement, se poser la question de la situation présente. Alors, la situation présente, on a les informations qui nous disent plein de choses et il est vrai qu'on va devoir se poser au niveau professionnel, au sein de l'entreprise, la question du diagnostic. On verra comment on construit son diagnostic et donc, à partir de là, on pensera aussi s'intéresser surtout à tout ce qui est lié à la pandémie, bien sûr, parce qu'on est en pleine crise et donc voir quelles sont les répercussions de cette crise. Il faut pouvoir l'analyser d'une façon un peu objective et voir un peu ce qu'elle provoque au niveau professionnel, au niveau des entreprises, certes, mais surtout au niveau des salariés. Et d'ailleurs, présenter, bien sûr, faire un point sur la situation psychologique. On sait, par exemple, que dans certaines professions, les salariés sont arrêtés depuis longtemps. Et est-ce qu'ils sont prêts à reprendre, sachant que la reprise risque d'être rapide? Donc, c'est des questions que l'on pourra se poser. Deuxième temps, s'inquiéter de la situation désirée. Pour la situation désirée, c'est-à-dire là, aller vers justement la vision. Il est essentiel, comme disait Viktor Frankl, un psychiatre, et appuyé par la vision de Nelson Mandela, il est vrai que pour quelque part arriver à s'en sortir, il est indispensable d'envisager l'avenir et d'envisager le futur, donc être capable de construire sa vision. Ensuite, bien sûr, la vision, c'est de la transformer en objectif pour pouvoir justement construire pas à pas sa réussite et bien sûr mettre en place le projet qui va permettre d'amener au succès. Pour ce faire, les questions qui sont à se poser quelque part sont de s'interroger sur les ressources au sein des entreprises et au sein, je dirais, de soi-même. C'est-à-dire que justement, la première question qui va se poser, c'est la notion des ressources internes. Au niveau interne, on va avoir deux éléments qui vont intervenir en termes de ressources. C'est tout d'abord le début de la matrice SWOT. Matrice SWOT étant un outil qui permet justement le diagnostic. Et les deux premiers éléments, c'est justement ce qu'on appelle le diagnostic interne, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses. Forces et faiblesses de l'entreprise, ses forces et faiblesses à soi-même, et s'interroger un peu, faire un point relativement, je dirais, prendre ce temps de recul pour analyser un peu où est-ce qu'on en est et prendre ce temps de pause qui, quelque part, ne se fait pas quand on est en pleine activité parce qu'on a un peu la tête dans le guidon, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Ensuite, on a un autre élément donc, qui est important par rapport au diagnostic, c'est le mental. Dans quel état on se trouve quelque part et surtout d'avoir une situation, une perception, je dirais,
d'où est-ce qu'on en est sur un plan mental, d'où est-ce que nos équipes en sont sur un plan mental, nos collaborateurs, nos collègues, parce qu'il est vrai qu'on sait bien sur un plan sportif que c'est le mental qui participe au moins à 50% de toute évolution. Donc, il est essentiel de faire un point sur ce mental et renforcer un peu justement tous les éléments. C'est pour ça que tous les sportifs de haut niveau ont aujourd'hui un préparateur mental. Ensuite, on va avoir un autre élément qui va intervenir et qui est celui qui va nous bloquer bien souvent, c'est, avant de parler, j'allais partir déjà sur les freins, mais il y a les ressources externes. Les ressources externes sont quelque chose d'essentiel parce que on n'est pas seul, et c'est justement la deuxième partie de la matrice SWOT, c'est les opportunités et les menaces. Mais il est vrai qu'en situation de Covid, on nous parle beaucoup des menaces, à nous de découvrir quelles sont les opportunités. C'est un peu le but de cette intervention, c'est de réfléchir en termes d'opportunités et non plus en termes de menaces. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les menaces, ça veut dire qu'il faut être capable de bien les analyser, de bien les voir, mais dans toute menace, il y a une opportunité. Donc, être vigilant par rapport à cela, puisque comme c'est une ressource externe, être en demande par rapport à ça, être en veille par rapport à ça, par rapport aux menaces que l'on peut, face auxquelles on va se trouver confronté, et les opportunités que ça peut nous générer. Ensuite, bien sûr, on sait bien qu'aujourd'hui, et ça a été fortement développé pendant cette crise, c'est le réseau. Quel réseau, à quel réseau on appartient, quel réseau on a su construire, quel réseau on peut construire. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'avancera jamais seul, comme on dit, seul on va loin, on avance du moins, à plusieurs on va plus loin. Donc, pas hésiter à prendre conscience, à se construire ce réseau et s'apercevoir qu'en fin de compte, même si on est dans des situations catastrophiques, on prend conscience qu'on n'est pas seul et de réfléchir à plusieurs peut permettre par moment de sortir de certaines situations. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, de bien prendre en compte cette notion de réseau et de savoir justement, quelque part, le construire. Deuxième chose importante, justement par rapport à ça, c'est les freins. C'est-à-dire qu'est-ce qui, quelque part, peut m'empêcher d'avancer. La première question, la première chose qui vient, c'est la peur. Peur du changement, oui, mais peur aussi peut-être des résultats. Peur de se tromper, peur de ne pas y arriver. Donc tout ça va avoir un impact sur le développement, sur notre mental. Donc il est important de bien la prendre en compte. Le deuxième frein important, c'est les inhibitions. Parce qu'il est vrai qu'avec tout ce qui se passe, à un moment donné, on est presque quelque part tétanisé. On a nos émotions qui se bousculent, qui se mettent au milieu, et savoir réfléchir en pleine émotion, ce n'est pas toujours simple. Enfin, on a un autre élément qui va intervenir, bien sûr, c'est les incapacités, c'est-à-dire cette notion de c'est impossible. Et c'est vrai que bien souvent, on entend cette ritournelle de dire non, mais c'est pas possible, non, mais j'y arriverai pas. Donc, c'est toutes ces freins, ces saboteurs intérieurs qui sont soit déjà à l'intérieur de nous, soit, je dirais, développés par cette société qui dit on ne s'en sortira pas. Donc, important d'en avoir conscience et de prendre en compte quelle est notre position par rapport à ça, quelles sont nos incapacités et comment arriver justement à gommer ce début de mot impossible en enlevant la préfixe qui permettrait du coup d'aller vers les possibles. On va donc ensuite passer à cette deuxième partie, quelque part, de cette intervention, qui est cette partie de comment faire. Et pour ça, j'aurais tendance à penser à cette fameuse citation de Sénèque qui dit que pour vivre, l'important, ce n'est pas que l'orage passe, mais c'est qu'on puisse apprendre à danser sous la pluie. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est justement, quelque part, de se relever pour agir. Se relever pour agir parce que, quelque part, il y a un moment donné où il va falloir relever la tête, il va falloir avancer. Et quand ça paraît difficile, parce que face à la situation, on a l'impression que c'est compliqué, il suffit bien souvent de se mettre en mouvement. Et de se mettre, c'est une véritable force, donc agir pour se relever. Alors, quels sont les différents outils que l'on peut avoir pour nous aider dans ce domaine? Le premier outil auquel je penserai, c'est le mind map. Le mind map, c'est un outil de carte perceptuelle
c'est une façon de poser un peu son cerveau. C'est un peu une façon de poser l'ensemble des idées qu'on a dans la tête, qui s'entremêlent, qui se mélangent. Et donc, c'est un outil qui va permettre à la fois de clarifier la pensée, mais aussi de créer, de faire apparaître les stratégies. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, puisque Einstein déjà l'utilisait. Il est clair que manipuler le mind map permet du coup de donner des fils conducteurs là où on avait l'impression qu'on ne pouvait pas en sortir. Vous savez, c'est le fameux fil de la pelote. Si on trouve le bon fil, ben on va faire toute la pelote. On va défaire toute la pelote. Ben là, ça va être un peu l'objectif du mind map. Un deuxième outil ô combien aussi intéressant et qui est très peu utilisé, qui commence à être développé dans les écoles de commerce, entre autres, c'est la fameuse stratégie océan bleu versus océan rouge. Les stratégies que l'on a bien souvent quand on veut réagir au niveau professionnel, c'est qu'on étudie son public, on étudie la cible, on parle de segmentation. Et donc, à partir de là, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde ce qui est fait, on étudie nos concurrents, on étudie le marché, on étudie voir peut-être même ce qui se fait ailleurs, en faisant du benchmarking. Et à partir de là, on définit notre stratégie. Ça, c'est la stratégie habituelle, c'est la stratégie dite océan rouge. L'océan bleu, et je vais prendre pour exemple le Cirque du Soleil. Le principe de l'océan bleu, c'est d'aller chercher des prospects, d'aller chercher des clients qui aujourd'hui ne le sont pas encore. Pour être plus clair, le Cirque du Soleil, c'est une nouvelle façon de voir le cirque. On a pris les données du cirque, donc avec des numéros, avec du jonglage, avec comment dire, de l'acrobatie, etc., des clowns, mais on a pris aussi la partie des gens qui aiment le spectacle. Les gens qui aiment aller au spectacle, qui aiment être assis dans une salle et qui aiment regarder quelque chose. Et du coup, on récupère ces deux types de publics et on crée un cirque, le Cirque du Soleil, qui du coup crée la même chose que le cirque, mais avec une histoire, avec un début, un milieu, une fin, comme on l'aurait dans un spectacle. Le but de la stratégie Océan Bleu, c'est ça, c'est d'arriver à construire quelque part sa réflexion autour de se réinventer. Et du coup, pour se permettre ça, pour aller un peu plus loin, pour se donner les moyens d'eux, on va avoir une deuxième stratégie qui est la stratégie Walt Disney. Pourquoi la stratégie Walt Disney? Parce que c'est la stratégie qu'utilisait Walt Disney pour développer tous ses films. Et il y a 3 phases dans cette stratégie. La première phase, c'est la phase de rêveur. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un état de rêveur, on va tout se permettre. On va se mettre à faire, c'est ce qu'on appelle un peu en Amérique la notion de brainstorming. On va se mettre à réfléchir sans aucune limite, sans aucune borne. On va valoriser la quantité plus que la qualité des idées. Mais quand on aura mis tout ça à plat, on va faire appel au réaliste. Le réaliste, c'est celui qui va un peu regrouper un peu l'ensemble des idées, les mettre par thématique et autres, et se poser la question de dire, mais dans tout ce qui est ressorti là, qu'est-ce qui est réellement réalisable? Donc, qu'est-ce qui est réellement envisageable de faire? Et une fois qu'on a défini comme ça, on commence à voir les projets apparaître, on va avoir besoin de l'élément qui n'est pas celui qui va tout freiner, mais l'élément critique qui est celui qui va se poser la question de dire, certes, c'est réaliste, certes, c'est réalisable, mais quelque part, est-ce que ça l'est pour nous? Est-ce que nous pouvons avoir les moyens de développer telle idée? Et c'est ainsi que naissent les projets, c'est ainsi que l'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Troisième élément qu'il faut avoir, quatrième élément du moins qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir bien se préparer pour agir, c'est la notion de sortir du cadre. C'est un terme que l'on connaît bien, mais sortir du cadre, ça va nous permettre d'oser. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude, et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, sortir du cadre, c'est quelque chose de difficile. Or, on a tous entendu parler de cette fameuse zone de confort qui fait que on est bien dans cette zone, mais si l'on veut progresser, quand on ose de sortir de cette zone de confort, quand on ose sortir du cadre, il se trouve que tout d'un coup, notre zone de confort augmente. Alors, pour ce faire, plusieurs phases. La première phase, la plus essentielle, déjà, ça va être l'observation. À chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'on a un souci, il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps d'avoir un certain recul sur ce qui se passe.
Donc ça va être la phase d'observation. C'est une phase importante parce que c'est une phase pendant laquelle on va observer non seulement ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est en train de se bousculer? Qu'est-ce qui est en train de se réveiller? Quelles sont les différentes angoisses qui ne s'exprimaient pas, qui tout d'un coup s'expriment? Donc, c'est tout le genre de choses auxquelles on va être confronté. Ensuite, on va du coup avoir des propositions. On va proposer certaines choses. Arrive cette deuxième phase essentielle et compliquée et difficile qui est de décider. La prise de décision est compliquée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'entends dans les entreprises, c'est on n'a pas de visibilité. N'ayant pas de visibilité, on se dit comment vous voulez qu'on prenne des décisions. Et pour autant, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, il y a des décisions qui sont prises. Il ne s'agit pas de dire elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, elles sont prises. Et à partir du moment où la décision est prise, il se passe une chose, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement et obligatoirement, on n'a plus qu'éventuellement à faire des corrections. Si je me mets sur un bateau, tant que je ne commence pas à naviguer, je n'ai pas grand-chose à faire. Je peux attendre le vent, certes, mais je ne vais pas bouger. Alors que si je commence à bouger, tout d'un coup, je vais peut-être avoir une meilleure prise de vent et je pourrai aller plus vite. Après, décider, c'est bien, mais là, tous nos doutes commencent à apparaître et il est essentiel de persévérer. Ne nous arrêtons pas en chemin, bien souvent, il suffit d'aller un peu plus loin pour s'apercevoir que ça fonctionne. Donc, il faut être tenace. Comme il est dit aussi, ce n'est pas la manière dont on tombe qui est importante, c'est la manière dont on se relève. Donc, pas hésiter à persévérer, à être véritablement dans ce mouvement qui permet d'avancer. Ensuite, on a, bien sûr que tout ça, c'est bien facile, c'est des mots, mais quels sont les différents outils que l'on peut mettre en œuvre et quels sont les différents outils sur lesquels on peut s'appuyer? Et ça va être le but justement de cette cinquième partie. Première chose que je veux partager avec vous dans ce temps très court, c'est d'abord, le premier outil, c'est l'anagramme de CPRT pour conception, planification, réalisation, terminaison. Donc, c'est une façon, c'est une méthode pour mettre un projet en place. Ensuite, on a un outil qui est intéressant pour, quand on n'a pas de projet particulier, se dire comment je m'y prends, comment je fais. Et donc, on va avoir le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa, c'est le diagramme en arête de poisson, qui fait que c'est une façon de se poser des questions qui permet, face à un problème, de trouver les causes de ce problème et de pouvoir agir au niveau en amont. Donc, c'est un outil intéressant dans cette réflexion, dans cette démarche, dans cette avancée par rapport à ces notions je dirais, de diagnostic et de mettre en place des projets. On a un autre outil aussi qui est très intéressant, c'est la route Deming. Alors, la route Deming, c'est un outil qui permet de progresser en permanence, même si il y a des difficultés, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On a 4 phases qui sont en français P, A, C, D, mais en anglais, c'est Plan, Do, Check, Act. En français, ça devient planifier, agir, contrôler et quelque part, le dernier, c'est Plan, Do, Check, Act, c'est corriger. Donc, c'est planifier, agir, contrôler et je ne sais plus le D en français, tiens, c'est définir, de façon à modifier ce qu'on a pu contrôler. Dernier outil qui permet un peu de mettre un peu d'ordre dans tout ça et qui permet quelque part de se poser les bonnes questions, c'est bien sûr le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, c'est ce qui va nous permettre de véritablement mettre en place un planning, d'avoir des échéances, parce qu'on sait bien au niveau des objectifs qu'on ne pourra atteindre ces objectifs que si on a planifié. Donc, il est essentiel d'avoir quelque part un début, un milieu, une fin, et de façon à pouvoir à tout moment mesurer où est-ce qu'on en est. Sachant que la planification ne nous fiche pas. On a appris une chose avec cette pandémie, c'est qu'il faut s'adapter en permanence et c'est quelque chose de très vivant. Ensuite, il y a quelque part, il ne faut pas oublier, un peu comme le dit Nelson Mandela, il n'y a pas d'erreur. Soit je gagne,
c'est-à-dire il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, n'ayons pas peur de mettre des choses en place, n'ayons pas peur d'agir. Toute action m'apprend quelque chose et toute action me permet d'aller encore plus loin. Donc, toute action va me permettre de me relever. Et une fois que je suis debout, à partir du moment où j'insiste, à partir du moment où je continue, à partir du moment où je persévère, ben, je vais pouvoir agir. Or, il n'y a que dans l'action que l'on va pouvoir mettre en place différentes choses. Voilà, je viens de vous présenter les éléments qui, pour moi, sont essentiels pour pouvoir réagir dans cette situation-là. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Où est-ce que vous-même vous en êtes par rapport à votre réalité? Et après vos questions, je me permettrai de vous présenter les 4 programmes qui ont été mis en place pour pouvoir, je dirais, se développer par rapport à tout ça. Donc, je me mets à votre écoute. Alors, qui lance la première question éventuellement? Par rapport à, est-ce que dans votre réalité, vous avez fait un peu cette phase de diagnostic, d'analyser une situation présente, d'envisager une situation désirée? Est-ce que vous vous êtes posé la question des ressources qui sont à votre disposition? Dites-moi. Moi, je vois que tous ces éléments-là, le SWOT, le diagramme de Gantt, la roue de Denning, je l'ai fait dans une formation, mais c'est pas sur le sujet qui m'a été proposé là. Moi, je suis dans la phase d'une création d'entreprise, c'est en cours, et je l'ai fait au courant de janvier, février, mars. Et donc, c'est un peu redondant avec ce que j'ai déjà fait, quoi. C'est pas. Moi, là, je m'attendais pas. Si c'est bien, mais je veux dire que dans le titre du webinaire, c'était comment réagir face au Covid, quoi. Oui, si vous voulez, le principe est toujours un peu le même, c'est que les outils en soi ne changent pas beaucoup. Ce qui change, c'est la manière dont on va les utiliser, la manière dont on les met en œuvre. C'est ça surtout qui est important. C'est entre autres comment s'appuyer sur ces outils qui existent déjà, qu'on voit déjà depuis au niveau des projets. Ça, c'est des outils qu'on a l'habitude de manipuler. En revanche, comment les mettre en œuvre par rapport à cette période pour les rendre plus dynamiques, pour aller beaucoup plus loin. C'est surtout dans ce sens-là. D'accord. Moi, c'est des formations que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Désolé. D'autres remarques? Moi, j'avais une question. Oui. Frédéric Mona, alors moi, c'est un petit peu particulier. Je suis manager à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Oui. J'imagine que, alors certains outils, oui, effectivement, sont développés au sein de l'entreprise puisqu'on est depuis 5 ans dans la démarche de l'entreprise libérée au niveau de la caisse primaire, du Rhône en tout cas. J'imagine que certains outils qui ont, du coup, du fait du temps réduit, ont peu été développés, on peut les retrouver sur Internet. Je pensais notamment à la mind map, etc. Oui. On peut, tout est accessible. Je dirais comme aujourd'hui, tout type de formation qui sont proposées. En revanche, c'est un peu comme tout. J'ai des tutos sur comment bricoler à la maison. À un moment donné, quand j'ai essayé, j'appelle un spécialiste parce que je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont pas aussi simples ou que je ne sais pas exactement utiliser l'outil comme il faudrait. Donc, c'est vrai que ces outils sont disponibles, tout à fait. Après, c'est toujours pareil, comment les mettre en œuvre, jusqu'où on peut véritablement tirer toute la quintessence, parce que le mind map, il y a
De même qu'il existe des livres comme, par exemple, Mind Map pour débutants. Et il est vrai que ça permet déjà de bien dégrossir. En revanche, quand on les met en application, quand on les construit lors d'une intervention et autres, ça devient tout de suite autre chose. Ok, c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Quelque part. Et puis, c'est surtout le mettre en œuvre. Parce que c'est vrai que je vous disais en introduction que je suis coach. Le but, c'est justement de mettre en action. Donc, les outils, OK, bon, ben, j'ai ma trousse à outils, j'ai été me former sur plein de choses. Maintenant, concrètement, ça ne fait pas de moi spécialement un mécanicien si j'ai lu tout sur la mécanique. Et par moment, de pouvoir se mettre en action accompagné par certains professionnels, ça permet tout de suite de devenir plus performant très rapidement. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça met du poids à toutes ces formations parce que je n'ai pas l'intention de révolutionner quoi que ce soit en 14 heures. Mais pour autant, à partir du moment où ces outils sont disponibles sur Internet, à partir du moment où les gens les connaissent un peu, etc., c'est de voir comment nous avons mis en place justement ces outils, comment on peut les dynamiser. Comment, voire même, on peut les animer au sein d'une entreprise. Okay. C'est ça qui devient intéressant, c'est quelle dynamique on peut créer au sein d'une équipe, puisque il est important là aujourd'hui de vraiment développer cette notion d'équipe et cette notion de pensée collective, de réflexion collective, pour pouvoir justement arriver à faire en sorte de redynamiser, de remobiliser l'ensemble du personnel. Ok. D'autres remarques ou d'autres interventions? Bonjour. Certaines personnes sont arrivées en cours. De toute façon, l'intervention a été enregistrée et elle sera accessible de façon à pouvoir la revoir tranquillement. Donc, d'autres interrogations éventuellement par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent? Est-ce que vous auriez des petites choses qui peuvent être concrètes et rapides pour remobiliser certaines personnes qui sont en télétravail et où le télétravail a fait ressurgir, en tout cas a mis en exergue le fait que finalement, ça leur convient plutôt de travailler seul et du coup prennent du recul par rapport à une équipe, mais trop de recul. C'est-à-dire qu'il y a moins d'investissement, moins d'envie et que finalement, certaines techniciennes en fait, de mon unité, de mon service, peuvent se cacher derrière le télétravail. D'accord. Alors, j'ai essayé certaines choses, mais j'ai du mal à les récupérer en fait. Là, oui, tout à fait. Il est vrai que pour récupérer, déjà, c'est d'arriver à créer un projet commun. Donc, ne serait-ce que, et amener peut-être que justement cette fameuse stratégie de Walt Disney, en sollicitant les personnes dans la réflexion et dans la partie, je dirais, créativité, de dire, parce que bien souvent, quand les personnes s'isolent comme ça, elles attendent tous un peu d'une direction de manager. Bon, alors on fait quoi, comment? Le fait de les interpeller, de dire c'est le problème un peu de tout le monde et faisons en sorte de se mettre en commun et faisons en sorte de partager les idées et chacun d'amener une idée nouvelle. Donc, ça crée une dynamique qui fait prendre conscience qu'à plusieurs, on est meilleur. Après, si on veut illustrer ça de façon très concrète et très rapide, vous prenez une boîte d'allumettes. Vous prenez une allumette, vous montrez qu'en fin de compte, elle est très facile à casser. Maintenant, vous faites un petit fagot d'allumettes avec un élastique autour et vous essayez de casser le fagot. Et ça, immédiatement, on prend conscience de la force du groupe. Et que même si on a l'impression de ne pas être actif au sein d'un groupe, parce qu'on est avec les autres, le tout est plus grand et plus fort. Donc, c'est une astuce intéressante pour ça. Ensuite, on peut utiliser aussi des outils. Je vous invite à passer aux salariés des vidéos qu'on a sur YouTube, telles que par exemple Awareness.
le test de awareness. Je pense que c'est un test que vous avez peut-être déjà vu, qui est une équipe de joueurs de basket blanc et une équipe de joueurs de basket noir. Et on doit compter les passes des baskets blancs, de ceux qui sont en blanc. Et donc, on est tout content parce qu'on trouve la solution. Le seul souci, c'est qu'au sein de cette image, il y a un événement que l'on ne voit pas, c'est-à-dire que l'on a focusé d'une certaine façon et donc il y a des choses qui nous échappent. Et de dire que ça arrive à chacun, obligatoirement, si on est nombreux, ben, il y a des chances qu'on soit meilleur parce que rien ne nous échappera, parce que chacun a un focus différent sur une situation. Donc, en visionnant ce genre de choses, il y a une prise de conscience immédiate des personnes qui fait de dire « Ah oui, bon, ben, tout seul, je ne suis pas si bon que ça. » Merci. Donc, c'est une façon de les faire un peu réagir sur cette sensation. Parce qu'au départ, d'après ce que vous me disiez, si j'ai bien compris, ils ont la sensation qu'ils seront meilleurs. Non, c'est qu'elles en fait, comme elles sont en télétravail, à 100% en télétravail depuis le mois d'octobre, bah, du coup, pour certaines, elles manquent d'investissement, elles manquent de prise d'initiative. En fait, elles font simplement ce que je leur demande, sans aller de l'avant. Alors qu'avant le confinement, on était vraiment dans une équipe proactive qui existe depuis 2 ans. Et est-ce qu'elles en ont conscience? Est-ce qu'elles s'aperçoivent de ça? Pour avoir discuté avec certaines, non, bah, en fait, elles n'ont pas forcément conscience. Voilà, quant à d'autres, voilà, ça leur convient très bien comme ça, alors qu'il y a ne serait-ce que avant ce confinement de septembre, où une dynamique était de nouveau réapparue durant l'été. Donc, c'est vrai que dans cette problématique, c'est d'arriver à pouvoir mettre un projet en place qui est un projet commun où chacun a un rôle à jouer. Expliquer un peu peut-être une image aussi qui me paraît assez intéressante à ce niveau-là, c'est la chaîne de vélo. Une chaîne de vélo, chaque maillon est plus ou moins indépendant, mais s'il y a un maillon faibli, c'est toute la chaîne qui saute. Et de dire, si vous êtes chez vous, il y a un moment donné où vous commencez à faiblir et donc vous mettez en cause toute la chaîne. Donc, c'est quelque chose d'intéressant comme image aussi, d'avoir comme ça des points de repère qui permettent, avec des exemples simples, de percuter. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, je vais peut-être vous présenter quand même les 4 programmes et puis je reviendrai vers vous si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Donc, le premier programme que j'ai développé, c'est se créer des perspectives en situation pandémique. Donc, c'est un programme qui se fait en 14 heures, dont les objectifs sont de pouvoir apprendre à être proactif, à être capable de générer des solutions et de pouvoir mobiliser les forces vives de l'entreprise. Ce qui est important dans ce programme, il est divisé en quatre parties. On a bien sûr, on retrouve l'analyse de la situation. On va utiliser d'autres outils aussi qui sont connus, tels que la Pestel, qui sont un outil qui s'utilise en économie. On va apprendre à créer les perspectives et donc à parler, entre autres, pour se mettre des objectifs, d'appliquer un des outils qui est très connu aussi en management, c'est la technique SMART pour un objectif. On va aussi, bien sûr, parler budget, parce que c'est bien gentil d'avoir des idées, mais on est confronté bien souvent au fait de dire mais combien ça coûte? Et on n'a pas les moyens. Alors que justement, c'est de réfléchir au budget prévisionnel et non pas parler de combien ça coûte, mais combien ça va rapporter. Donc, se projeter en situation plus solution. Et on va aussi, pendant ce programme, apprendre à bâtir sa stratégie commerciale. On parlait de l'océan bleu, comment aller gentiment vers cet océan bleu. Le deuxième programme que j'ai construit, qui est aussi en 14 heures, qui est transformer une situation de crise en opportunité. Donc là, c'est surtout être capable justement de créer un cercle vertueux
pour générer la réussite. Comprendre justement que on réussit à plusieurs que tout seul. Et développer une attitude constructive. Et du coup, accompagner aussi à prendre conscience qu'il faut oser prendre des décisions. Donc, comment arriver à oser prendre des décisions? Là aussi, on a 4 parties. La première partie, c'est d'abord la prise de conscience, parce que si on est dans un certain déni, on n'arrivera pas à initier quoi que ce soit. Donc, on va travailler sur la prise de conscience. On va apprendre à sortir du cadre, donc justement à aller un peu plus loin et avoir cette sensation de prendre des risques. On va apprendre à devenir positif, puisqu'on va travailler sur l'état d'esprit. Et on va enfin travailler sur comment générer de la réussite, avec un outil qui s'appelle par exemple la route du succès. Donc, travailler sur ce genre d'outil pour mettre toujours les personnes en situation, dans tous les programmes que je propose, il y a une mise en action. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça soit opérationnel et non pas que théorique. Le troisième programme qui s'appelle se remobiliser en période de crise, et c'est vrai que là, on a ce souci que vous souleviez, entre autres, par rapport à ce décrochage de certains, mais aussi par rapport au fait que si je prends le monde de la restauration, les personnes qui se sont arrêtées, ça fait quand même pratiquement, pour certains, près d'un an qu'ils ne travaillent plus. Et donc, obligatoirement, ils n'ont plus la même énergie. Si on ne reprend pas avec des exercices physiques, si on ne reprend pas avec une stimulation, avec un peu, presque un programme de remise en forme, ils vont redémarrer, ils risquent d'être dépassés. Et on va connaître très vite des burn-out. Donc, il faut restimuler tout ça. Et donc, dans ce programme, c'est travailler sur les émotions, entre autres. Parce que c'est vrai que ce qui nous empêche de bouger, c'est bien souvent nos émotions. Ensuite, justement, c'est instaurer une réflexion collective pour construire un esprit d'équipe. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Et donc là, deux grandes parties. Une première qui consiste justement à analyser un état émotionnel et à apprendre à gérer les émotions. Un peu, d'abord, savoir les repérer, savoir les reconnaître, savoir les accepter, et ensuite savoir les gérer pour les transformer. Et enfin, se remobiliser dans une situation critique. Donc, c'est comment se stimuler soi-même, comment stimuler son application personnelle, comment se remettre, redonner du sens un peu à tout ça, puisque quelque part, ce qui s'est perdu, c'est la notion de sens. Et c'est vrai qu'une personne qui décroche, c'est d'être capable de lui dire, mais quel est le sens de ton travail et autres. Alors, ça peut mettre certains face au fait de dire, mais en réalité, je ne suis pas bien dans mon travail. Tout à fait. Ça peut avoir cette prise de conscience, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir interroger. Ensuite, on a donc s'initier au coaching afin d'optimiser l'adhésion de ses collègues, qui est un programme en 14 heures, dont l'objectif, c'est justement de savoir mobiliser ses collègues, de savoir stimuler les ressources, de savoir développer une stratégie, mettre en place une stratégie de développement qui devient possible. Et donc, pour ce faire, 4 phases sur d'abord qu'est-ce que le coaching, parce que l'idée qu'on a du coaching, c'est bien souvent le coaching sportif. C'est-à-dire le fait de dire, ouais, vous pouvez le faire, vous allez y arriver. Le coaching, ce n'est pas tout à fait ça. Le coaching, c'est de dire, vous avez du potentiel. D'une part, vous ne savez pas que vous en avez, vous n'avez pas conscience que vous avez ce potentiel, et surtout, comment le mettre en œuvre. Et donc, dans cette approche, c'est s'entraîner aux outils de coaching, c'est pratiquer le coaching, et c'est même amener les gens à les guider vers réagir à ce qu'on appelle l'auto-coaching, c'est-à-dire réagir à la perte de motivation, c'est-à-dire calmer un état de stress, clarifier une prise de décision. Le coaching permet tout ça. Donc, c'est ce qui est proposé lors de ces 14 heures. Des questions éventuelles par rapport à cela? Non? Pas d'autres remarques? Non, tout est OK. Bien. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un bon courage par rapport à tous ces événements.
Merci. Et puis, nous restons à votre disposition donc, pour des informations plus spécifiques ou des échanges ou pour peut-être étudier des demandes plus spécifiques. Merci, excellente journée à vous. Bonne journée. Je vous remercie de votre Bonne présence. journée à tous. Au revoir. Merci. Bonne Je journée. vous souhaite une très bonne journée. Au Merci. revoir. Au Merci. revoir. Merci, au revoir.